Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un gérant de club de fitness. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. En fait, ça va être plusieurs épisodes spéciaux. Ouais, j'ai pris le temps, j'ai réfléchi si je devais dire Al ou O. Ouais, j'ai vu. Mais c'est bien, tu l'as bien dit. Aujourd'hui, on reçoit Bastien Erekar, qui est expert comptable. Et il va nous apporter ses réponses d'experts sur des sujets bien précis. Donc là, c'est une série de vidéos que vous allez voir sur la chaîne, sur notre chaîne. Je vais quand même dire bonjour à Fabien. Bonjour Sébastien. Ça va? Ça va bien, ouais. Je suis content d'être avec Bastien aujourd'hui parce que oui, c'est un expert comptable, mais avant tout, c'est un super être humain. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis hyper honoré, franchement, de l'avoir sur nos podcasts. Je pense qu'il va apporter énormément de valeur. C'est quelqu'un qui est clair dans son esprit, qui est pragmatique, qui rebondit parfaitement. Je pense que la clarté, il va l'envoyer sur les podcasts et que ça va permettre à beaucoup de gérants de peut-être mieux comprendre des sujets qui sont clés dans leur optimisation de boîte, quoi. Donc, merci d'être là. C'est cool. Merci à vous, les gars. Ouais, ça va très bien. Je suis aussi... très honoré d'être avec vous deux. Un vrai plaisir de pouvoir faire cet exercice avec vous. Premier exercice pour moi. Je suis novice en la matière. Mais Ouais, mais ça fait bizarre. En vrai, ça fait bizarre. Parce qu'il faut le dire, en fait, avec Bastien, nous, on se connaît depuis... Enfin, tous les trois, on se connaît depuis 12 ans maintenant. Et on a commencé à faire nos études ensemble. Moi, avec toi, en expertise. Toi, en parallèle, le Dust. Ouais. Et on s'est toujours un peu connus. Et là, 12 ans plus tard, non, même pas 14 ans plus tard, on se retrouve à faire ces épisodes. Donc, il y a un peu d'émotion, je vous avoue. Non, c'est trop bien. Dans ces épisodes, on est super contents. Et en plus, moi, j'ai 100% confiance dans ce que va vous dire Bastien. J'ai 100% confiance, vraiment. C'est ultra carré, quoi. Faites monter la pression, faites monter la pression. Et puis Bastien, en tant qu'expert comptable, c'est aussi avec sa boîte Kerneo, il est partenaire officiel du réseau. Il accompagne certains gérants qui ont la chance de bosser avec lui parce que Bastien travaille dans la qualité, donc il préfère vraiment la qualité à la quantité. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en plus de ça, je trouve qu'il a une approche hyper entrepreneur parce que pour moi, tu es un très 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 bon entrepreneur, tu as beaucoup de clarté, tu maîtrises parfaitement ton développement depuis que tu t'es installé. Et du coup, en fait, ça amène plein de sujets. C'est-à-dire que oui, un super humain qui permet vraiment de mettre de la bienveillance dans ce qu'il va apporter parce que quand tu es aussi spécialisé, tu peux vite... te dérouter un petit peu, alors que là vraiment il a cette trame qui est l'humain, qui est avant toute chose. C'est un super entrepreneur et puis il a plein d'autres facettes que vous découvrirez sur les prochains podcasts. Ouais, on n'avait pas prévu de faire cette intro, tu vois. Et je trouve tellement centré sur moi que je vais en profiter pour dire que j'ai aussi une super équipe qui m'accompagne au quotidien. Et c'est grâce à eux que tout se passe bien. Et ton équipe que tu as mise au sport. Ah oui. En prenant un abonnement dans la salle indépendante juste à côté de chez toi. Voilà. Et au moins, ça montre l'importance aussi du sport pour toi et tes équipes. On a 2 créneaux par semaine où on est toute l'équipe. Alors, on a calé un créneau pendant les heures de travail. Ouais. Et nous, dans notre politique, on fait 39 heures, on finit le vendredi à midi. Mais on a calé un créneau le vendredi à 13 heures. Donc, celui-là, il est hors temps de travail, mais chacun met le curseur où il veut. Ouais. C'est un créneau qu'on adore. Puisque tu finis la semaine en sport, on sait à quel point c'est hyper important et bon pour une équipe. Complètement. Et juste, je tiens à dire une chose, c'est que moi, toutes les entreprises que j'ai la chance de gérer, elles sont chez Bastien. Donc, je suis avec son équipe aussi au quotidien sur des sujets. Et donc voilà, je travaille avec eux et franchement, j'en suis super, super content. Merci pour tout. Bon, allez, première question que tous les gérants se posent. On va parler au porte-monnaie. Combien dois-je vraiment me verser chaque mois? On va parler de rémunération et notamment du coup de la rémunération entre SAS et SARL, les grandes différences. Au niveau des charges sociales, des dividendes, de la protection, de la retraite. Tout ça, c'est assez difficile d'y voir clair. Et donc, c'est pour ça que Bastien est là aujourd'hui. On va essayer d'éclaircir ce sujet. Et là, je vais faire mon YouTuber. On va lancer le jingle et après, on attaque. Bastien, première question.
Concrètement, quelles sont les grandes différences entre la rémunération d'un dirigeant en SARL et celle d'un dirigeant en SAS? Ah ouais, alors question assez vaste. Je suppose qu'il va y avoir d'autres questions derrière, donc je vais essayer d'être quand même assez concis pour pas qu'on se répète dans l'approche. On a deux statuts qui sont totalement différents. Déjà, on parle de dirigeant, de gérant dans une SARL et de président dans une SAS. Petit truc qui me vient à la tête, et je sais que beaucoup se perdent à ça, une EURL, c'est une SARL. C'est la même chose, c'est juste qu'on est tout seul. Okay, donc, quand on parle d'SARL, on parle aussi de URL, pas de sujet. La SAS, quand elle devient unipersonnelle, elle s'appelle la SASU. Ça, tout le monde le comprend un peu mieux, puisque les lettres ne changent pas. Le S qui devient un E, ça peut perturber. Je ne savais pas. Mais c'est ça, c'est ça l'histoire. Donc, d'un côté, on a les gérants de SARL, de l'autre, on a les présidents de SAS. Et je joue avec les mêmes parce que du côté gérant, ici, on va être travailleur non salarié. Voilà. Ici, du côté du président, on est salarié. Ça change drastiquement la donne parce que ça a des impacts, notamment en termes de cotisations sociales. Donc là, je rebondis sur ce que tu disais. Tu vas avoir des cotisations sociales qui sont moindres. Donc, cotisation sociale, c'est quoi? C'est l'URSSAF. Grosso modo. Elles sont moindres en SARL. On va être aux alentours des 45%. Je pense que pour la suite, ça peut être intéressant qu'on dise 50% pour que ce soit plus simple de se projeter. Et les cotisations sociales, là, du côté de la SAS, pour le coup, vont être aux alentours de 75%. Si on en rajoute 5% ici, je veux qu'on en rajoute 5% ici, donc on va dire que c'est 80% pour nos cibles. 50% versus 80%. Forcément, il y a des différences. Si on paye moins, peut-être qu'on en parlera après, la protection sociale, c'est peut-être que la couverture, elle est un peu différente. Donc ça, première différence. Tu penses à un truc, ça va? Ouais, je veux juste rajouter une petite chose. Bien sûr, on parle de SARL et SAS parce que c'est les deux structures, les deux formes juridiques les plus courantes, je dirais. Je pense pas que tu vas faire d'autres choses faites sur un gérant de salle de sport. Ouais, voilà, c'était un sujet. Moi, quand tu as posé la question, je sais qu'il y a beaucoup de gérants qui ont aussi, je crois que c'est interdit, il me semble, mais j'ai déjà entendu qu'il y avait des gérants qui avaient aussi un statut d'auto-entrepreneur pour exercer du coaching en direct en fait, sans passer par la boîte. Voilà, donc du coup, j'ai peut-être des questions sur ça, mais je sais pas si c'est le sujet, quoi. Je sais pas si ça. Déjà, est-ce que c'est légal ou pas? Mais c'est vrai qu'il faut se dire que donc il y a l'auto-entrepreneur. Ça ça aussi ça a changé de nom, mais on est resté dans ça. Maintenant on parle de micro-entrepreneur, mais c'est l'auto-entrepreneur, voilà, avec le statut simple. Et c'est son avantage, on va dire, c'est que c'est un statut qui est très simple. Mais il y a aussi les entreprises individuelles. Et au sein de ces entreprises individuelles, c'est quand on exerce en nom propre. Au sein de ces entreprises individuelles, il y a deux catégories. Les entreprises individuelles à l'impôt sur les sociétés, les entreprises individuelles à l'impôt sur le revenu. C'est deux choses qui sont différentes. Et typiquement, quand on rentre dans l'entreprise individuelle à l'impôt sur les sociétés, on retombe dans le mécanisme du gérant majoritaire de la SARL. Donc en fait, c'est pas mal qu'on parle des deux statuts, puisque finalement, une fois qu'on a compris ces deux statuts, même si l'entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu mériterait quand même qu'on se pose dessus parce qu'il fonctionne différemment, ça peut aller loin. Ouais. Non, on va continuer. Alors, juste pour donner un peu de contexte, il faut savoir que les deux viennent des études de la comptabilité. Moi, je suis le seul novice, donc si j'ai des questions un petit peu hors sujet, faut pas trop m'en vouloir. Mais mais on va rester SARL et SAS. Ouais, je pense que c'est voilà, plus facile. C'est les deux principaux statuts. Et là, je reprends le cap en disant, donc on a parlé des cotisations sociales, 50% d'un côté, 80% de l'autre, donc déjà un point hyper important. Il y a un autre truc qui va, je pense, l'essentiel des gens qui regardent la vidéo le savent certainement, c'est que les dividendes sont traités différemment. Donc on va se retrouver avec la SARL, attention, on a les dividendes qui sont soumis à cotisation sociale, au-delà de 10% du capital social, mais on va partir du principe que tout le monde a un capital social de 1 000 € et que du coup l'intégralité des dividendes est soumise à cotisation sociale, peu ou prou. SAS, par contre, pas de cotisation sociale sur les dividendes et simplement la flat tax qui s'applique, à savoir les 12,8 plus les 17,2 de prélèvements sociaux, une enveloppe globale de 30% de taxation.
qui devrait augmenter peut-être prochainement. Voilà. Il faut faire attention avec ça parce que ça bouge beaucoup. La flat tax, c'est dans le viseur du gouvernement. C'est des choses que s'ils touchent, s'ils majorent les prélèvements sociaux, par exemple, de 3%, et qu'on passe directement à une flat tax de 30% à 33%, ça a un impact majeur parce que la flat tax, et là on parle de la rémunération, mais elle impacte énormément d'autres choses dans la fiscalité française, quoi. Ok, hyper intéressant. Cette machine. Bon, c'est rien. Bon, ok. Je vais enchaîner avec ma deuxième question. Du coup, donc tu nous as bien dit, ok, SARL, on est à 50% de cotisation sociale et SAS, 80% de cotisation sociale. Ma prochaine question, si un gérant se verse 3 000 € net par mois, combien ça coûte vraiment pour l'entreprise, selon les deux statuts? Donc c'est très bien de partir de ta question, de partir du net, parce que c'est ça notre point d'entrée, parce que c'est vrai que quand on parle de pourcentage, il faut savoir quelle base on utilise. Donc on est bien en train de parler de la rémunération nette. Donc 3 000 € net côté SARL vont coûter 4 500 € à l'entreprise, c'est-à-dire que j'ai pris 50% de 3 000, ça fait 1 500, c'est ça mon URSSAF. Donc coût global, rémunération nette plus URSSAF, 4 500. Donc pour se payer 3 000 € net en SARL, ça aura un coût de 4 500 €. Coût global à l'entreprise. Pour l'entreprise. Okay. Voilà, c'est ça. Coût global. Un peu majoré, puisque si on repart du principe qu'on est plutôt à 45% de charge. Okay. Bref. La SAS, même calcul, mais cette fois-ci avec 80%. Donc, 5 400. Okay. 5 400 €. T'as fait de tête, là? 8 x 3, 2400, plus 3000, 5400. Donc là, 5004, ouais, c'est 5004 versus 4500. Donc oui, plus on augmente sa rémunération, 3000 € net, ça commence à être une rémunération quand même significative et sympa pour un entrepreneur. Du coup, plus on augmente cette base, forcément, plus l'écart se creuse. 4500 versus 5400, ça fait 900 € de différence chaque mois pour tel ou tel statut. Okay. Ouais. C'est pas négligeable, 900 €. Non, c'est pas négligeable. 900 € par mois, loin d'être négligeable, on parle de 10 800 € à l'année. Ouais. Mais donc, du coup, cet écart, c'est quoi la différence? Sur la protection sociale, du coup, c'est ça que ça va impacter. Retraite, chômage, prévoyance, là, j'ouvre les possibilités. Ouais, c'est bien. C'est quoi les différences majeures entre la SAS et la SARL? Pourquoi, d'un côté, ça me coûte 900 € de plus? En fait, dès lors que, donc je reste dans le même sens, là je vais dans la SAS, on a la SAS qui nous dit qu'on est salarié. Qui dit salarié dit régime général, c'est-à-dire qu'on cotise au même titre que tous les salariés. Bon, quand on est mandataire social, on ne cotise pas au chômage, ça va être une différence qui est majeure, mais outre ça, c'est similaire. Donc on est régime général, on est dans le système du pays français. Voilà. Donc on a une sécurité sociale qui est accrue, plus solide. Dans tous les secteurs, maladie, prève, retraite. Voilà, tout est un peu plus fort. C'est pour ça que ça coûte 80% versus 50%. Par contre, on est dans un régime tronc commun, régime général. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en SARL, même si la couverture sociale pourrait être jugée moins efficace, on peut la compléter de contrats, mais cette fois-ci sur mesure. On a des problèmes de dos, on a des problèmes des yeux. Bref, on peut aller choisir une mutuelle qui va être déductible de la société, mais qui va être axée sur les problèmes propres à chacun. C'est ça les fameux contrats Madeleine ou ça n'a rien à voir? Exactement, c'est ça. Voilà. Donc quand votre expert comptable vous demande si vous avez des contrats Madeleine, c'est de ça dont on parle. Voilà, un contrat Madeleine, c'est un contrat qui va pouvoir se déduire des charges de la structure. Donc, directement, quand on est TNS, travailleur non salarié en SARL, c'est des contrats Madeleine qu'on souscrit pour pouvoir les passer sur la société. Et donc du coup, le contrat Madeleine, il est uniquement quand tu es en tant que gérant de SARL? Ouais. Ok. Il est là. C'est bon, c'est clair, j'ai suivi, donc je pense que c'est clair. C'est clair ça. Et il y a 3 types de contrats, il y a 3 grosses enveloppes, c'est la mutuelle, la prévoyance, la retraite. Et c'est là qu'on va faire avec des professionnels qui maîtrisent leur métier, bien sûr, des contrats sur mesure. Donc mutuelle, on en a parlé, grosso modo. Prévoyance, pour mettre les choses au clair, c'est quand on est en arrêt de travail. Cette fois-ci, c'est plus le petit rendez-vous chez le docteur qu'on se fait rembourser avec la mutuelle. Là, on est en arrêt de travail.
avec une intensité plus ou moins variable, les histoires d'incapacité, de choses comme ça, c'est là où la prévoyance prend le relais. Et c'est là où on définit une enveloppe. Bon, mais si demain je suis en arrêt, j'aimerais être couvert. Donc, si on prend notre exemple de 3 000 euros net de tout à l'heure, j'aimerais être couvert à 3 000 euros net mensuel. C'est là où tu rentres dans un barème auprès de l'assurance. Et pour 3 000 euros net d'arrêt de travail, ça coûte tant. Donc c'est un petit conseil qu'on pourrait donner là, aux personnes qui nous écoutent, c'est d'aller faire quand même des points assez régulièrement, je dirais une fois, un an et demi sur tous ces contrats, parce que vous pouvez avoir des variations de rémunération. Je ne sais pas, vous passez de 1 000 euros à 2 000 euros et vous aviez dimensionné votre contrat de prévoyance à hauteur de 1 000 euros en cas de problématique, en cas d'arrêt de travail, comme tu as dit. Et en fait, du coup, pendant votre arrêt de travail, vous allez être indemnisé à hauteur de 1 000 euros, alors que le train de vie et votre train de vie s'est aligné sur 2 000 euros. Ouais. Voilà, toute variation de train de vie. C'est pour ça que je pense qu'un an et demi, c'est peut-être beaucoup rapproché. Mais en tout cas, toute variation de train de vie doit être prise très au sérieux sur ces sujets. Et autre truc, il faut le faire au maximum quand on peut, jeune et en bonne santé, parce qu'à chaque fois, il y a des questionnaires de santé qui passent par là. Si on a un pépin, notre Prév et notre mutuelle, on risque de ne pas pouvoir la changer puisque les conditions tarifaires vont évoluer à la hausse et on risque de se retrouver coincé. Donc tant que tout va bien, entre guillemets, il faut essayer d'agir sur ces sujets. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de package à 900 euros là, pour les 3 000 euros où en fait, tu fais confiance un petit peu au système et où en fait, ils vont augmenter ta retraite, ils vont te couvrir un peu plus. Ou sinon, tu fais du cousu main, tu prends ces 900 euros toi et tu les dispatches comme tu veux sur peut-être, ok, je vais préparer ma retraite, je vais faire du placement à tel et tel endroit, je vais me mettre telle ou telle mutuelle en fonction de mes caractéristiques à moi et ma santé. Donc en fait, tu as soit le package, soit ce côté cousu main, c'est un peu ça. Ouais, et donc du coup, dans le discours, c'est assez orienté en faveur de la SARL, on le comprend bien, puisqu'on se retrouve avec du sur-mesure qui va peut-être coûter... Et en plus, on se rend compte que ça coûte même moins cher. Hein. Oui. On n'atteint pas les 80% pour autant, même si on fait du 50% plus du cousu main. On est quand même encore un peu mieux. Donc, pour l'efficacité de la rémunération, sachant que, pour le dire vite là, mais mon avis en tout cas sur ça, c'est qu'on ne doit pas prioriser le dividende. Parce que généralement, la SAS va être sélectionnée parce qu'on va dire que le dividende n'a pas de cotisation sociale. Mais bon, c'est les 30%, on les jette aussi par la fenêtre. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment de la taxe pure, non efficace. Il ne faut surtout pas négliger le fait que quand même on cotise, malgré tout ce qu'on peut entendre. On a des choses indirectes dont on peut bénéficier après des cotisations. Hein, c'est le principe même. Là où l'imposition, c'est vraiment de l'argent pour le coup. Jeté par la fenêtre, c'est un peu grossier, mais perdu et non efficace. C'est pas de l'argent efficace. T'inquiète pas, il y a l'État qui vient comme ça. Hein. Voilà, te prennent un peu. Mais ça, c'est un vrai sujet, les dividendes, parce que en fait. Ça dépend de la maturité de la boîte aussi et de là où tu en es parce que et ta situation financière, enfin, ta situation de vie. Parce que tu peux avoir besoin de te rémunérer davantage là, actuellement ou au final peut-être en mettre moins mais avoir plus de dividendes en fin d'année à te reverser. Et là en l'occurrence, d'un côté la SAS est peut-être mieux placée et de l'autre côté la SARL est mieux placée. Et oui, tout à fait exact. Vraiment. Je rebondis sur un truc, je reformule, mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Si tu es dans une étape de ta vie où tu dois aller chercher ta résidence principale et que tu dois aller discuter avec la banque, c'est la rémunération qui doit porter ton bilan puisque c'est la rémunération que va regarder le banquier. Hein, le dividende, il va juger ça comme aléatoire et il peut le sortir. Donc, c'est un moment de la vie où la rémunération va être hyper important. D'autres moments de vie, ça pourrait être le dividende. Mais encore on suit pas mal de formations sur la rémunération des dirigeants et c'est vrai que l'efficacité du dividende, vraiment attention à des calculs trop hâtifs qui consisteraient à dire je préfère prendre 30% de flat tax que 50% d'URSSAF, c'est hâtif. Ouais, mais j'ai l'impression que cette question, après, c'est surtout lors de la création ou quand tu te positionnes en tant qu'entrepreneur. Je le dis parce que moi, je l'ai vécu, ça. Mais quand j'ai eu mes réflexions, qu'est-ce qui se passe si demain, je me versais du dividende? Et en fait... j'ai dû me recentrer sur mes priorités et moi ma priorité c'était quand même que mes besoins mensuels
ce soit de la rémunération pure, parce que je ne pouvais pas attendre aussi un an sans avoir d'argent qui rentre en perso pour pouvoir payer mon train de vie. Donc, Et puis les banques vont regarder la ligne de la rémunération. Tu peux pas... Mais du coup, ça crée de la frustration pour les gérants, parce que du coup, certains sont en SAS, d'autres en SARL, ils disent, mais mince, alors du coup, comment je fais ? Et, il y a un sujet. Il y a un sujet. L'essentiel étant de maîtriser le truc, de se poser les bonnes questions et d'aller là où on souhaite aller. Je dis pas que toutes les SAS sont... Mais vous m'avez conseillé. Tu as fait ce travail-là. J'ai fait ce travail-là. Tu as fait ton tableau avec, moi, j'ai fait ce X mois. mois. Je savais pas s'il fallait que je donne mon expérience sur ça, mais en gros, concrètement, le réseau, il était en SAS. Ouais. Du coup, vous m'avez fait créer une holding SARL. Voilà. De manière à ce que je puisse facturer à la SAS. Exactement. Et du coup, me rémunérer via ma holding qui est en SARL, donc du coup avec ses 50%, oui, et au lieu de 80%. Tu avais le club à côté. Et j'avais le club qui était un... Voilà, mais bon. Donc là, on rentrait dans des structurations un peu plus complexes. Ouais. Mais du coup, au niveau de la holding, tu as fait ton calcul. Je peux me verser des dividendes via la SAS, d'un côté, et je peux faire remonter ce que j'ai besoin, avec le contrat de... Et pour me verser mes rémunérations via la SARL. Donc en fait, on prend quand même le meilleur des deux en faisant ça. Alors, tu te trompes puisque la SAS, elle est en bas. Si tu verses des dividendes avec ta SAS, elle remonte dans la SARL. Là, on parle du régime mère-fille. Tu me suis ? Oui. Donc là, tu encapsules des dividendes de la SAS dans ta holding. Okay. Mais c'est top, hein, c'est un super vecteur. Hein, donc on n'a pas de double taxation sur les bénéfices. On a bien du dividende qui remonte avec dans ta holding, voilà, sans fiscalité, on va dire, pour simplifier. Donc premier truc. Et autre intérêt majeur qu'il faut parce vraiment... Parce que si on fait des dividendes avec la SAS, on est obligé de les faire remonter, du coup, dans la SARL. Parce que c'est ta SARL qui détient. Oui, tout à fait. Puisque tu n'es plus associé directement. Oui, tu as raison. Voilà. Donc en fait, tu ne peux plus optimiser des deux côtés. Donc c'est un choix. Voilà, mais ça reste quand même hyper intéressant et il faut rajouter à ça. C'est pour dire que chaque cas est particulier, mais bon, tant qu'on parle de votre cas, je pense que ça peut être intéressant qu'on s'y attarde un peu. Ouais. C'est-à-dire que on a un intérêt majeur avec ces deux holdings, c'est-à-dire qu'on respecte une équité pure entre les associés. Ouais. Les remontées dans les holdings sont strictement identiques, donc aucune frustration de créer quand on est dans le cadre d'une association comme ça. C'est très intéressant parce que il faut se dire que tu veux faire l'équité parfaite dans une SARL brute où tu as les deux gérants, personnes physiques associées. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Rien qu'il faut comprendre, quand on prend un contrat de prévoyance, les assureurs, ils vont calculer en fonction de la table de mortalité les risques qu'ils vont avoir à verser. Enfin, la cotisation mensuelle va bouger en fonction de la table de mortalité. Étant donné que les deux gérants sont pas nés le même jour, rien que ça va être des histoires. Ça peut être des histoires de centimes s'ils sont de la même année, mais ça peut être des histoires un peu plus conséquentes qui fait que respecter une équité parfaite, étant donné qu'il y a des contrats qui sont institut personnel, c'est-à-dire attachés à la personne dedans, c'est compliqué. Et puis, on se retrouve toujours à se dire, allez, le restaurant, c'était toi. Oh, là, c'était toi. Oh là, t'as abusé. Bon, bref. Là, on se retrouve encapsulé dans deux sociétés qui prennent le même montant et chacun a sa liberté d'action. Oui. Et là, on se retrouve, j'imagine, je dis une imagination. Ouais. On a par exemple Sébastien qui veut acquérir sa résidence principale et qui met un point d'honneur à sa rémunération et qui veut payer de l'URSSAF parce que c'est son moment de vie. Payer de l'URSSAF, je stigmatise pas comme ça parce qu'en plus, c'est pas que payer de l'URSSAF, je veux dire, c'est... si, c'est que payer de l'URSSAF. Je sais que tu le vois comme ça, mais bon, moi je le vois différemment. Mais bon, bref, on a c'est hyper intéressant. Le gérant qui va vouloir se rémunérer, et on peut avoir Fab qui derrière, lui, va être dans une phase où, mais moi je me sens plutôt calé, je préfère garder cette trésorerie et l'investir, faire des investissements, partir ailleurs, faire autre chose, puis il peut y avoir l'appétence au restaurant et pas là. Bref, chacun... Ouais, Seb, il boit beaucoup de bière, Seb. C'est ça, ouais. Le budget bière de Seb, il est affreux, quoi. T'as ça dans une société. C'est hyper intéressant. Très intéressant. Trop bien. Ouais, mais du coup, là, tu as fait l'ouverture un peu sur la holding et tout ça. Bon, on va pas en parler aujourd'hui. Je pense qu'on reprendra un moment pour reparler de tout ça, de structuration. Si ça intéresse, ils peuvent nous le dire. Ouais, n'hésitez pas à nous dire. Moi, je voulais juste qu'on fasse quand même un point sur le piège fréquent qu'on peut trouver chez les chefs d'entreprise. Ah oui. Et je voulais notamment parler des rattrapages URSSAF et tout ça. Ah oui.
Ouais, alors ça, c'est un mécanisme qui n'est pas forcément évident à comprendre. C'est-à-dire que dès lors quand on ne le connaît pas, quand on le connaît et qu'on l'a vécu, souvent on s'en rappelle pour la vie parce que si ça n'a pas été bien géré, les rattrapages peuvent être conséquents. Quand on est travailleur non salarié, du coup travailleur indépendant avec le fameux URSSAF de 50% de gérants SARL. De gérants SARL. L'URSSAF se gère différemment que quand on est salarié où ça passe dans les charges salariales et patronales, tout part par la DSN, c'est payé, on n'a pas trop de soucis puisque c'est payé. Voilà. Le problème du TNS, c'est que typiquement en création d'activité, je vais prendre le cas du créateur parce que c'est le cas le plus dangereux. On se crée directement en EURL parce qu'on est tout seul et on se met TNS et on commence à se rémunérer. Disons 2 000 € par mois. Donc on a une enveloppe sociale à la fin de l'année de 24 000 €. Hein, je simplifie. L'URSSAF n'en a pas connaissance tant qu'on n'a pas déclaré nos revenus. C'est-à-dire qu'on a commencé en janvier 2026, 2 000 € par mois. Décembre 2026, on a touché nos 24 000 €. On va déclarer notre impôt sur le revenu en juin 2027. Donc en juin 2027, on va mettre les bonnes cases et ça va remonter l'information à l'URSSAF. L'URSSAF, on a commencé à se rémunérer en janvier 2026. L'URSSAF est au courant en juin 2027. Ils vont commencer à appeler les cotisations sociales, donc les fameux 12 000 €, les 50% qu'on doit, à partir de 1 an et demi après. Okay. Donc on croit qu'on a de la trésorerie, on n'a pas été bien accompagné, tout va bien. Non, en fait, on doit énormément de l'argent, on a énormément d'argent dehors et on peut se retrouver un effet ciseau qui n'est pas bon parce que surtout qu'en juin 2027, on s'est aussi rémunéré de janvier 27 à juin 27. Oui. Le 2 000 € il continuait de courir, donc on doit 12 000 au titre de 2026 et 6 000 au titre de 2027. Tout ça en devant payer les cotisations du deuxième semestre 2027 en même temps. Donc on se retrouve à avoir 48 000 € de rémunération à payer en quelques mois sur fin 2027. C'est atroce. Ouais. Donc c'est là qu'on entend des fois le problème de l'URSSAF m'a tué. Ouais, c'est exactement ça. C'est juste qu'en fait, ça n'a pas été anticipé. Exactement. C'est juste ça, parce qu'il suffit de faire un truc en janvier 2026, c'est de discuter autour de la table, de comprendre qu'il y a une rémunération de 2 000 € qui est envisagée par le gérant, et de faire... Ça prend 5 minutes. Hein, c'est ce qu'a fait Jérôme, moi, quand j'ai bossé avec vous. Il m'a dit, OK, combien tu comptes te rémunérer sur les 12 prochains mois ? On venait de créer la SARL. Ouais. Et du coup, on l'a posé, cette question, au démarrage. Et ça pourrait être, tu vois, ça pourrait être une question vue comme brutale. Alors, qu'est-ce qui m'embête, lui, d'entrer à me demander ma rémunération ? J'en sais rien, j'ai pas de visu. Non, c'est une question qui est hyper importante. Et donc, du coup, on se connecte sur le compte URSSAF en ligne. On prévient l'URSSAF, la rémunération prévisionnelle de 2026, c'est 24 000 €. Peu importe qu'à la fin de l'année, ce soit 18 ou 36. On aura déjà appelé les cotisations sur 24. Bon, si on voit qu'on déconne, si au bout de 6 mois, on se dit on va réajuster. Mais ça sert à quoi, en fait, de faire ça, du coup ? Comme ça, l'URSSAF est appelé dès janvier 26, allez, février 26, parce qu'il y a un peu d'inertie, sur la base d'une rémunération de 24 000 €. Et donc, les 12 000 € que tu dois, ils vont être lissés sur l'année 2026. Et tu les paieras mensuellement, parce que là aussi, on conseille ça, nous, souvent, de passer au mensuel plutôt qu'au trimestriel pour éviter les yo-yo de trésorerie. Et tu les payes mensuellement à titre d'acompte, quoi, avant de savoir vraiment la situation définitive. Mais c'est un peu comme les impôts perso, en fait. Quand c'est exactement pareil. C'est la même chose. Soit tu anticipes, tu dis mettez-moi une mensualité de temps tous les mois. C'est exactement ça. Ou sinon, tu les payes à la fin et puis tu sais qu'il faut. Et tu vois, tu vas avoir un enfant, tu vas dire attends, je préviens les impôts parce que ma situation fiscale change. Il faut en avoir conscience. En vrai, moi maintenant, je préfère, même pour les impôts perso, placer cet argent sur les 12 mois dans des trucs un peu sécures. Pour les faire fructifier, pour ensuite, plutôt que de donner X € tous les mois, en fait, les faire capitaliser un petit peu. C'est une prise de risque, mais après, si tu as... non, pas une prise de risque, c'est plus de travail, parce que tu bosses quoi, pour faire ça. Mais si tu fais des trucs sécures, normalement, tu prends. C'est chouette. C'est plus... mais tu vois, c'est une réflexion que j'ai eue il y a quelques semaines en arrière. Je me suis dit, est-ce que du coup, je dois mensualiser à titre perso, ou est-ce que, allez, je me fais mes placements comme il faut, et puis après, je sors au bon moment pour optimiser, quoi. Trop bien. Trop bien. Et c'est un point important là. Donc là, Bastien vous a parlé de lancement d'activité parce que c'est le cas le plus fréquent qu'on entend. Mais ça peut être aussi des variations de rémunération qui peut arriver d'un mois sur l'autre. Je sais pas, mais vous payez 2 000 € par mois. Du jour au lendemain, vous avez une grosse problématique sur votre structure. Vous devez réduire votre rémunération. Et bien, immédiatement, réfléchissez à quel impact ça va avoir si vous réduisez votre rémunération. Ça va avoir impact sur
et vous devez impacter votre URSSAF pour le mettre proportionnellement à bonne échelle. Donc, contactez l'expert comptable pour faire cette mise à jour ou connectez-vous sur votre espace URSSAF. Ça se fait en quelques clics. 5 minutes. Ouais. Et c'est pareil pour vos impôts sur le revenu. Voilà, parce que ça ne sert à rien d'aller payer sur 2 000 € de l'URSSAF et de l'IR si en réalité vous êtes à 1 000 €. Quoi. Ça va vous donner peut-être cette bouffée d'air frais que vous avez besoin à ce moment-là. Voilà, il faut être proactif. Dès lors qu'il y a une variation sur la rémunération, il faut se dire ça vaut peut-être le coup que j'en parle si je suis perdu ou que j'agisse si j'ai bien compris la situation et que. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a été pas mal. Est-ce que qu'est-ce que je m'étais donné qu'est-ce que je m'étais noté est-ce que on parle de gérant qui veut piloter sa rémunération de certains leviers? Tout à l'heure, tu nous as parlé des 2 associés. De l'épargne salariale. L'épargne salariale, super vecteur de rémunération avec des enveloppes défiscalisées, hyper intéressantes. Juste, là, on va faire une ouverture, c'est-à-dire que vous avez votre rémunération mensuelle habituelle, mais il y a d'autres outils de rémunération et ça fait partie d'outils de pilotage de sa rémunération. Et donc là, Bastien va vous parler de l'épargne salariale. Voilà, et typiquement, en fait, on le structure pour être très simple, hein, je le simplifie pour que ce soit facile. On structure la rémunération, premier socle, en fonction de chacun, comme on a dit. Chacun a besoin d'une rémunération qui est différente. Donc, c'est ce premier socle. Déjà, même si quelqu'un va nous dire moi, j'ai besoin de 6 000 € par mois, on va essayer de le faire différemment. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'au-delà du PASS, là, le plafond annuel de la sécurité sociale, la rémunération perd vraiment en efficacité. Donc déjà, on va essayer de jamais dépasser cette enveloppe. Donc toi, pour typiquement rebondir sur ça, je veux dire, c'est que par exemple, c'est 4 000 € par mois à peu près, le PASS. Donc au-delà, ça pourrait faire vraiment cher la rémunération. J'ai pas compris, moi. Attends, j'ai pas compris. Si tu dépasses les 4 000 € de rémunération par mois, en gros, on va chercher autre chose. Tu as une charge complémentaire à payer, c'est ça? Non, la rémunération perd en efficacité. C'est-à-dire que tes cotisations sociales, en termes de droits acquis, derrière, perdent en efficacité. J'ai compris. Tu vois? Ouais, je l'ai. Donc, franchement, ça commence à devenir de l'argent qui... Mais là, on est sur quel statut, là? On est sur quel statut? Là, on est sur... SAS ou SAS? On va stigmatiser, on va dire que c'est dans les 2 statuts. Ok. Dans les 2 statuts, on se calme à partir de au-dessus du PASS pour l'efficacité de la cotisation sociale. En gros, la cotisation qu'on paye, les charges sociales ont un intérêt plus important en dessous de 4 000 €. Voilà. Et après 4 000 €, finalement, ça perd un peu de son intérêt parce que tu au-delà de 4 000 €. C'est ça, très bien synthétisé. Et je ne veux pas partir dans tous les sens, mais j'ai vraiment, en disant ça, une approche dans la tête qui consiste à dire... L'enveloppe dédiée à la rémunération, faut la piloter. Donc, on va partir du principe que, quand même, c'est compliqué de se payer 4 000 € par mois, qu'on ne se mette pas tous des étoiles dans les yeux. On est dans des niveaux de rémunération où on oublie ce que je viens de dire et on va quand même essayer de le piloter au mieux. C'est-à-dire qu'on a une enveloppe globale. C'est-à-dire, on va se dire, mon club, j'ai 60 000 € pour me rémunérer. Je le sais parce que j'ai regardé mes critères. J'ai ces 60 000 €. Bon, comment on alloue cette poche? On commence par la rémunération qui implique de l'URSSAF. Donc, on n'oublie surtout pas d'intégrer l'URSSAF dans cette poche. Et potentiellement, si on a des salariés, on peut se dire en effet qu'il y a un vecteur d'optimisation de la rémunération qui est l'épargne salariale, qui peut passer par l'intéressement ou la participation, l'abondement aussi dans des P2E, PERCO. Là, ça mériterait de se poser aussi. Oui, c'est un sujet d'ouverture. Mais voilà, les P2E à horizon 5 ans, le PERCO à horizon de la retraite, c'est des enveloppes qui sont super, sans cotisation sociale et sans imposition, dès lors qu'elles respectent les conditions soit de déblocage anticipé, soit de durée de détention. C'est comme un PEA en fait. Pas tout à fait pareil. Dans le sens où tu mets de l'argent dessus, si tu attends assez de temps, au final, tu es optimisé au niveau fiscal. Ah oui,
Oui, tu parles du délai des 5 ans du PEA. C'est ça. Ouais, voilà. C'est comme un véhicule financier en fait. C'est exactement ça, c'est une enveloppe. Tu sais, en fait, tout est question d'enveloppe financière. Une assurance vie, c'est une enveloppe financière. Un PEA, c'est une enveloppe financière. Dans le monde de l'entreprise, on peut avoir du coup le P2E PERCO qui peut être alimenté notamment par de l'intéressement ou de la participation, qui peut aussi être un vecteur de motivation parce que tout le monde en bénéficie de ces supports-là, salariés compris. Ok, si tu le mets pour un, tu le mets pour tous. Tu le mets pour un, tu le mets pour tous. Mais tu as droit toi aussi. Mais tu as le droit que si tu es employé de ta boîte. Tu as droit aussi, mais typiquement, non, tu peux être gérant majo. Que tu sois un SAS ou un SARL, Ouais, tu as droit. Tant que tu as un salarié, tu peux le mettre en place aussi pour toi. Même si toi-même, tu n'es pas salarié de ta boîte puisque tu es président. Voilà, exactement. C'est ça ? Ouais, alors là, tu es gérant, tu n'es pas salarié, mais tu peux en bénéficier. Okay. L'intéressement, typiquement, l'intéressement, il est plafonné au meilleur intéressement de tous les salariés. Donc, tu ne peux pas faire le gorille, tu vois, avoir un intéressement surcostaud, alors que... L'image du gorille. alors que les salariés n'ont pas un intéressement costaud. Donc, c'est quand même quelque chose qui est là pour répartir la valeur. C'est pour ça que c'est dans le sens actuel du gouvernement aussi. C'est des supports qui existent depuis longtemps, mais que je pense qu'on va entendre de plus en plus parler aussi. Et c'est vraiment... Il faut l'orienter aussi motivation. C'est-à-dire que si j'ai calculé mon intéressement sur le résultat courant avant impôt, toute l'équipe le sait, si le résultat courant avant impôt il est supérieur à tel seuil, vous toucherez X% de ça. Et on va se le partager en bonne intelligence tous ensemble. Et en général, là, sur ces véhicules-là, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des avantages sociaux, et fiscaux également. Ouais, voilà, exactement. Tu concernes à la fois l'URSSAF et l'impôt sur le revenu. Voilà. D'accord, donc tu payes moins de charges sociales dessus. Et du coup, même pour l'employé lui-même ou toi-même, quand tu récupères cet argent, tu ne vas pas être soumis au même impôt sur le revenu. Non, c'est exactement ça. Et alors, c'est quoi le quota ? On paye quand même de l'impôt sur le revenu ou pas du tout ? Tu es défiscalisé, il n'y a que la CSG-CRDS. Ok, donc c'est 12 ou 17 ? Non, 9,8. Au lieu des charges sociales classiques. Au lieu d'un 30% par exemple sur une flat tax. Ah ouais, d'accord. Ah oui, tu vois ? D'accord, ok. Donc ça, c'est pour, en gros, pour récupérer l'argent sur son compte courant perso. Exactement. Donc au lieu de payer 30% à peu près en flat tax ou à ton impôt sur le revenu, tu payes que 9%. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est la boîte qui paye. Et au bout de 5 ans... Ou c'est l'employé ? En fait, c'est une enveloppe générale. C'est la boîte qui paye. C'est la boîte qui alimente l'enveloppe. Voilà. L'enveloppe, elle est au nom du salarié. Ah ouais. Ok. L'enveloppe, elle est au nom du salarié. Et le salarié, il a 5 ans pour la récupérer dans le cas du P2E. Donc, le versement qu'il fait aujourd'hui, dans 5 ans, il peut le récupérer. Le versement que l'entreprise fait aujourd'hui, l'entreprise fait le versement l'année prochaine, et bien, il aura au bout de la 6e année. En fait, c'est au bout de 5 ans que ça marche, que ça impacte le rythme de vie du salarié. Puisque avant, c'est bloqué. Hors cas de déblocage anticipé, typiquement, l'acquisition de résidence principale permet de péter les 2 enveloppes. Tu peux aller récupérer cet argent à ce moment-là, et c'est de l'argent qui a été défiscalisé. Et s'ils veulent le récupérer avant, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ok. Mais du coup, sauf ces cas, sauf événements exceptionnels, heureux, malheureux, naissance. Naissance aussi. Naissance. Je suis même pas sûr naissance. Non, naissance non. C'est naissance du 3e enfant, il me semble. Voilà, on rentre dans le trop. Pour synthétiser. Naissance du 3e enfant, tu dis. Ouais, je crois que c'est à partir du 3e enfant qu'il commence à se dire bon là il prend du gaz, on va peut-être. Exceptionnel. Mais pour synthétiser en fait, je suis pas sûr. Je pense on fera une capsule sur ces outils au détail. Mais je pense que l'information qu'il faut retenir, c'est que pour les gérants qui ont plusieurs clubs, parce que là on rentre dans des gérants qui vont avoir plusieurs clubs, etc. Et bien, quand vous avez plus de 4 000 € net de rémunération et que vous voulez aller... Ou même avant, si tu n'as pas besoin, parce que si tu n'as pas besoin des 3 000 € de REM pour ton rythme de vie, il vaut mieux faire 2 000 de REM pour limiter son URSSAF. Je n'ai pas besoin forcément de trucs. Tu vois, tu es quand même sur de l'argent qui est plus efficace. Donc tu raisonnes en enveloppe globale, tu as 60 000 €. Si tu veux raisonner à rémunération minimale, tu peux. Tu es libre à toi de vouloir prioriser les enveloppes dont on vient de parler. Je comprends pas. C'est pas forcément le 4 000. Le seuil, j'aurais peut-être pas dû en parler d'ailleurs. Cet argent-là que tu mets dans cette enveloppe, c'était de l'argent qu'initialement tu souhaitais prendre pour te rémunérer, ou c'est de l'argent qui est soumis à un résultat de fin d'année et qui est réparti à tout le monde ? En fait, c'est un mix entre les deux. Je suis d'accord. Voilà. Puisqu'il y a des conditions. Si c'est par exemple l'intéressement qui est pris, il y a une obligation d'atteindre certains seuils
pour le débloquer. Pour pouvoir le débloquer. Ok. Donc ça, premier truc. Donc oui, mais tu peux l'avoir prévu dans ton enveloppe de rémunération. Ce que je veux dire, en anticiper. Ok. Je vais avoir à peu près 2000 € d'intéressement. Je le sais, c'est dans mon plan. Mais si tu l'atteins pas, au final, tu l'as récupéré, tu l'as perçu, alors que l'objectif n'est pas atteint en fin d'année. Ah, si tu l'as pas, tu peux pas, tu verses pas. Si tu mais tu l'anticipes pas du coup tous les mois. C'est pas ça que tu disais? Ah non, tu verses pas tous les mois. Ok. Non. Non, mais je pense qu'il va avoir on fera une capsule bien dédiée à ça. Bon, en tout cas, il y a une optimisation avec ces enveloppes-là à faire. Et raisonner une rémunération en enveloppe et dire je la loue une part en rémunération, une part en épargne salariale et éventuellement une part en dividende, c'est comme ça qu'on structure une rémunération et qu'on l'optimise et en fonction des besoins de chacun à ses moments de vie. Oui, ça, pour le coup, ça se discute quasiment tous les ans. Okay. Bon, ben top. Je pense qu'on a fait le tour de cette première question. Je pense que nous, on va continuer à traiter le prochain sujet. Qui sera dans la prochaine vidéo. On va traiter indemnité kilométrique versus véhicule de société. C'est vrai. Hyper intéressant. Ça, c'est un sujet qui est vaste aussi. On va discuter, je pense, un truc, juste pour, je pense que ça peut être intéressant. Il peut y avoir des gens qui nous regardent et qui se disent bon, mince, je veux changer de statut, quel que soit le sens. Oui. Parce que je pense qu'on a quand même orienté notre discours, mais bon, on va dire que c'est certainement ce que va se dire quelqu'un en SAS. Il se dit, bon, j'ai bien envie d'étudier mon passage en SARL et de le réfléchir. Il faut savoir que c'est le sens le moins cher, passer de SAS à SARL, notamment parce qu'il n'y a pas d'intervention de commissaire à la transformation. Ça peut être une charge dans l'autre sens. Et avoir un ordre d'idée, 1 000 € environ pour faire un changement de statut, d'honoraires. Voilà. Ok. Ça peut être un ordre d'idée pour celui qui voudrait se poser la question et qui se dit avec les frais de publication au journal d'annonce légale et tout. 1500. Tu vois, tu es à peu près à 800. Ouais, 1500. 1500, là, tu es avec les frais des boursures. On a une bonne enveloppe si on veut parler d'enveloppe. Voilà, c'est ça. Mais bon, super. Merci pour la précision, Bastien. Trop bien. Bon, on vous dit à bientôt et on espère que ça vous a plu. Et on va rentrer sur les ICA et l'optimisation au véhicule de société, c'est ça, sur la prochaine. On va enchaîner sur la prochaine. Allez, à bientôt. Merci, Bastien. Avec plaisir. Merci. Les gars.